Alors, comment je suis arrivé à m'intéresser à la mécanique quantique, au dédoublement? C'était un ressenti. On ne vous le dit pas souvent, mais beaucoup de scientifiques sont des médiums. Albert Einstein en est un exemple, puisqu'il recevait les informations et sa formation scientifique lui permettait de mettre ça en équation. Alors, j'ai toujours eu ce ressenti qu'il existait d'autres réalités que notre réalité ordinaire, qu'il y avait des mondes invisibles. Mais effectivement, quand j'ai été à l'université, c'était des choses qu'on avait mis dans la catégorie occultisme, ésotérique, ça sentait le soufre. Et effectivement, il ne fallait pas aborder ces choses-là. Et curieusement, le monde de la matière, le monde de l'infiniment petit, connaît ces histoires de dédoublement. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que nous aussi, on peut vivre dans ces réalités multiples? Est-ce que c'est raisonnable de l'envisager ou au contraire, c'est complètement aberrant? Alors je vais essayer de vous répondre à cette question. Et cette question, elle est loin d'être anodine puisqu'elle est au centre des sociétés traditionnelles. Il n'y a pas une société traditionnelle qui n'envisage pas le monde de la réalité ordinaire et associé à ce monde, vous avez d'autres réalités. Alors, on les appelle tour à tour le monde du rêve chez les aborigènes australiens, Dreamtime, ou par exemple la terre sans mal chez les Indiens Tecos. Et ils vont plus loin, ils considèrent que cette autre réalité serait la vraie cause de ce que nous vivons ici. Ici, on serait dans l'effet d'une cause invisible. Bonsoir Philippe Bobola. Bonsoir. Alors, superbe conférence. Ça fait pas mal d'années que je vous suis sur le web, que je suis votre carrière et vos conférences. Il y a de nombreux extraits, on peut vous découvrir. Vous êtes auteur, physicien, chercheur. Comment on peut vous définir en quelques mots? Un curieux. Un curieux de tout, de nature. Voilà, j'ai toujours eu conscience qu'une discipline, elle n'était pas suffisante pour comprendre le monde. Alors j'ai commencé ma carrière de physicien, j'ai fait de la physique, puis ensuite je suis devenu biologiste, anthropologue, psychanalyste, voilà un petit peu mes 4 casquettes. Et avec ça, j'essaye de comprendre à la fois le monde de la matière, c'est ma casquette de physicien, le monde du vivant, c'est ma casquette de biologiste, les cultures, parce que nos cultures sont faites de croyances, de rationalité, d'irrationalité, et puis les dimensions psychologiques propres aux chercheurs, c'est-à-dire c'est la dimension psychologique ou psychanalytique. Alors peut-être que quelquefois vous devez éclairer certains collègues dans ces justement 4 casquettes, puisqu'ils ont peut-être du mal à faire sens lorsqu'il y a une découverte, puisque vous avez, vous, ces passerelles entre ces spécialités, et vous savez le faire, les autres non. Est-ce que vous êtes une sorte de complémentarité, une sorte de puits vers lequel on vient puiser une information, une complémentarité à quelque chose? Disons que ma spécialité, c'est souvent donner des explications dans des champs disciplinaires qui n'ont pas forcément toujours la bonne focale d'analyse. Oui, donc vous donnez votre regard, votre analyse, et Philippe vous a présenté, je crois, comme un vulgarisateur. Donc Carl Sagan, par exemple, était un célèbre vulgarisateur. Et Moi, je préfère le mot popularisateur ou popularisé. Vous voyez, parce qu'il y a le mot vulgaire dans vulgarisation. Oui. Je pense que la connaissance vous dérange. La connaissance est noble, on n'a pas à la vulgariser. C'est-à-dire la ramener au vulgum picus, ça veut dire la ramener à un niveau bas, quoi. Et c'est pas forcément le cas. C'est juste expliquer et rendre accessible une information au plus grand nombre. On peut définir cela comme ça. Il y a eu une réaction comme dans l'auditoire, que certains physiciens étaient médiums. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'ils l'ont caché? Parce que ça paraît pas une information publique quand même. Il y a eu des tas d'études. Par exemple, on sait qu'Albert Einstein avait une médiumnité. Il s'est intéressé toute sa vie à des œuvres classées dans l'occultisme, Blavatsky, etc. Le mathématicien Henri Poincaré avait cette dimension de médiumnité. Il appelait ça le moi subliminal. Il raconte qu'il travaillait sur un sujet, alors c'est un sujet très mathématique, les fonctions fuchsiennes, et il n'arrivait pas à trouver la solution. Et comme il était dans une impasse, il a décidé de faire une sortie géologique à Nancy. Et à partir de là, en arrivant sur le terrain de la sortie, il a eu immédiatement la solution.
comme si son cerveau s'était chargé et puis après, il a été aidé. Et la liste est longue, hein. Bien sûr, on a l'impression que d'un côté, il y a la science, de l'autre, le monde de la médiumnité, mais on peut très bien avoir les deux réunis, hein. Alors, lorsqu'un chercheur dit je suis allé dans cette direction faire des recherches parce que à la base c'était une intuition, c'est une certaine façon de cacher le fait qu'il y a une sorte de contact particulier. Oui, ben, il y a un exemple célèbre, Claude Bernard, donc le père de la physiologie. On a dit de lui qu'il était la physiologie même. Et cet homme avait un drame. Vous voyez, on va essayer de prendre les différentes casquettes. Il avait épousé une femme avec qui il avait eu 2 filles qui détestaient l'expérimentation animale. Donc difficile à supporter quand on est un des grands physiologistes et qu'on travaille sur les animaux. Oui. Et donc il devait fuir son foyer conjugal, si je puis dire, et il travaillait beaucoup. Il avait son laboratoire à Paris, rue Saint-André-des-Arts. Et un jour qu'il avait travaillé toute la nuit, il devait donner un cours à la Sorbonne. Et en avançant dans ce qui est devenu par la suite la galerie Claude Bernard, il voit au bout du couloir un tas de viande, sans trop savoir de quelle nature était ce tas de viande. Alors, c'était des plaisanteries d'étudiants en médecine qui avaient fait une dissection et laissé ce tas... À son intention, apparemment. Non, c'était une plaisanterie comme ça, qui n'était pas du tout destinée à lui. Et en s'avançant dans cette espèce d'état poético-onirique, très fatigué, mais quand on est fatigué, la vigilance est moins présente, donc l'inconscient ou la créativité est plus forte. Il s'est approché, il a vu que c'était un tas de foie, mais pendant tout le parcours qu'il amenait à ce tas de viande, il pensait au sucre. Et quand il s'est rapproché du tas de viande, il s'est aperçu que c'était un tas de foie, et il a fait l'association, le foie, le sucre. Et à l'époque, on ne savait pas à quoi servait le foie. Par la suite, on a vu qu'il avait plusieurs fonctions, puisqu'on dit qu'il est amphicrine, il a plusieurs fonctions. Et parmi cette fonction, il stocke le sucre sous forme de glycogène. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, comme il avait fait cette association, mais dans un état particulier, il a fait son cours, il est rentré à son laboratoire, il avait une maîtrise, évidemment, il faut avoir une technicité. Il a montré qu'il y avait donc dans le foie du sucre, et donc une des fonctions du foie était de stocker le sucre. C'est comme ça qu'il a trouvé la fonction glycogénique du foie. Vous voyez bien que c'est un acte complètement irrationnel. De ce côté-là, c'est déjà un début. On peut dire qu'il a bénéficié du dédoublement. Il en a bénéficié. Oui, tout à fait. Un autre exemple célèbre, c'est Paul Adrien Maurice Dirac. C'est un physicien anglais, britannique, qui a eu le prix Nobel de physique pour la découverte d'une équation qu'on appelle l'équation de Dirac. Et c'est lui qui a trouvé l'existence des antiparticules. Donc le fait que dans l'atome... L'antimatière ? Oui, l'antimatière. Ah, voilà. Et donc il avait en tête une petite historiette que lui racontait sa mère. La petite histoire est la suivante. Un prêtre irlandais vient d'être nommé dans une nouvelle paroisse. Il va faire la visite de ses fidèles. Et un jour, il tombe sur une famille où il n'y a que des jumeaux. Donc il regarde la mère et il dit « Vous n'avez que des jumeaux ?» Et la femme répond « Non, des fois nous n'avons rien. » Donc ça veut dire que la normalité, c'était le 2. Alors il se trouve que quand il a trouvé les antiparticules, la plupart des physiciens de son époque auraient éliminé cette solution qui paraissait aberrante. Et lui, il a dit « Non, je vais la conserver. » Donc, parce qu'en tête, il avait le 2 comme étant une figure de base. Et donc, c'est comme ça qu'il a conservé la notion d'antiparticules qui correspondait à des énergies négatives qui n'avaient en apparence pas de sens en physique. Et c'est comme ça qu'il a pu mettre en évidence, d'abord théoriquement, ça a été vérifié par Karl Anderson en 1932, l'antimatière, qui par la suite est devenu un incontournable de la physique des particules. Donc à la base, on voit que le dédoublement, la thématique de votre conférence ce soir, c'est vraiment pas nouveau. C'est vraiment, ça remonte à très loin. On parle même de chamanisme. À un moment donné, vous en faites allusion. Les chamans avaient cette capacité à, on va dire, de manière un peu élastique, est-ce qu'on peut dire, de faire varier leur taux vibratoire pour être à certains niveaux et tirer comme ça, un peu comme un accordéon, le temps, l'accélérer, le décélérer, pour aller chercher des informations. Comment on peut... Le chaman est un intermédiaire entre le ciel et la terre, les espaces et les temps.
Voilà, comme ça. On pourrait le définir ainsi. Un voyageur du temps. C'est un voyageur du temps. Donc le chamanisme a toujours envisagé l'univers comme étant fait d'un monde visible et d'un monde invisible. Et dans le monde invisible, on trouve des esprits que les anthropologues appellent les esprits auxiliaires. Le chaman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est capable, dans un état de conscience dit chamanique ou non ordinaire, de quitter notre réalité et d'aller chercher des informations dans d'autres réalités, des univers parallèles. Sauf que dans la physique quantique, on considère que ces univers ne peuvent pas communiquer. Hein, ils sont cloisonnés. Et dans le monde du chamanisme, ces univers peuvent communiquer. Et les gens qui font du channeling, de la spiritualité, ce que moi je ressentais étant jeune, ben on sait bien que ces univers peuvent nous apporter des informations. Donc ils ne sont pas cloisonnés. Donc la physique quantique nous sert à introduire ces notions, mais on va un tout petit peu diverger en disant ben, ces mondes, ils peuvent communiquer de temps en temps. Comme on l'a vu avec le couple énergie-temps. Vous avez vu qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles à un moment donné et qui deviennent possibles dans un temps très court. Donc de temps en temps, c'est le moment de le dire, il y a des informations qui passent. Donc on va dire que ces univers sont cloisonnés de façon alternative, d'une façon alternative ou de façon transitoire. D'accord ? Donc le chaman est capable de passer de notre réalité ordinaire pour aller explorer ces autres réalités qu'on appelle les réalités extraordinaires. Et pour ça, il faut qu'il se mette dans un état de conscience dit modifié, qu'on appelle aussi état de conscience chamanique. Et à partir de là, le chaman raconte ses voyages. Alors, effectivement, on a beaucoup appris de ces voyages chamaniques avec les NDE, les expériences de mort imminente, puisqu'on s'est rendu compte que des gens qui étaient opérés pouvaient voir, alors que leur cerveau était censé ne plus avoir d'activité rétinienne, et voir des choses qu'ils n'étaient pas censés pouvoir voir, puisqu'ils pouvaient se déplacer dans un hôpital. Alors il y a un exemple célèbre, c'est celui de Pamela Reynolds. C'est une femme qui a un anévrisme au cerveau et elle doit être opérée. Et pour ça, il faut découper la boîte crânienne, et c'est assez délicat, c'est une opération qui dure plusieurs heures. Et on a fait ce qu'on appelle une anesthésie par hypothermie. On l'a mis à 15 degrés 5. Et à cette température, vous allez voir n'importe quel biochimiste, il vous dira que le cerveau ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas une température suffisante pour que les enzymes puissent fonctionner. Et sans enzymes, le cerveau ne peut pas fonctionner. Et à son réveil, elle a décrit comment les chirurgiens étaient habillés, quel type de conversation ils avaient eu. Or, son cerveau ne pouvait pas fonctionner. Donc ça veut dire qu'elle a capté ça autrement que par le canal habituel cérébral. La matière grise physique qu'on entend. Voilà, ou alors on a des exemples de gens qui sont capables... il y a un exemple assez amusant. Il y a un monsieur qui est opéré, et au moment où on va l'opérer, il a un problème cardiaque, on s'aperçoit qu'il a un dentier. Donc on enlève le dentier, une infirmière le met dans sa poche, puis il est opéré. Puis bon, l'opération, heureusement, se passe bien pour lui. Et quand il se réveille, il voudrait bien manger. Et pour manger, il faut qu'il trouve son dentier. Et personne ne sait où il est. Et lui, il sait. Il décrit qu'il est dans tel bureau de tel... voilà. Telle infirmière. Incroyable. Ouais. Mais justement, par rapport à cela, ce que j'entends dans ce que vous me racontez, c'est que finalement, les chamans feraient en quelque sorte des NDE sur commande. Oui, on pourrait dire ça comme ça, puisque la NDE est un état de conscience modifié, vous voyez. Voilà. Donc la clé, c'est cet état de conscience modifié. Donc on a appris beaucoup avec l'imagerie médicale. On s'est rendu compte que le cerveau pouvait être activé dans certaines zones, etc., etc. Donc la clé, elle se trouve là, quoi. Mais au-delà d'un état de conscience modifié, c'est aussi un changement de temps. Et donc les gens qui font une NDE ont accès à un univers qui n'est pas du tout le même. On a ce qu'on appelle une vision ontoscopique, c'est-à-dire vous pouvez vous voir simultanément en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous pouvez vous voir à 360 degrés. Les gens sont capables d'avoir ce qu'on appelle une conscience flottante, peuvent traverser les murs, etc. Donc ce sont des propriétés qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre réalité ordinaire, soumis à la physique dite classique, mais qui peuvent être envisagées avec d'autres physiques, même en dehors de la physique quantique. Est-ce qu'on pourrait dire que Mendeleïev, par exemple, pour le tableau périodique, aurait utilisé un peu des pouvoirs chamaniques pour remplir son tableau ?
Mendeleïev... C'est curieux qu'il ait mis des endroits, enfin, des choses qu'on n'avait pas encore découvertes à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Mendeleïev avait été nommé professeur de chimie et il voulait faire un cours original. Donc à l'époque, on ne savait pas comment classifier les éléments. Il a eu presque en rêve ce tableau périodique où vous avez aussi un autre chimiste, Kekulé, qui a eu en rêve la vision d'un serpent qui se mordait, enfin la gueule et la queue se rencontraient, comme le serpent Ouroboros ou l'infini. Et en fin de compte, à l'époque, on essayait de comprendre les formes mésomériques du benzène. C'est des mouvements d'électrons qui se font sur le benzène qui a une forme hexagonale. Et c'était une énigme en chimie. Il l'a résolue parce qu'il y a une délocalisation qui ressemble à un mouvement de serpent. Donc on a plein d'exemples, ou même Albert Einstein qui, à un moment donné, s'assoupit et rêve à un homme qui tombe et qui comprend que la gravitation peut être perçue autrement. Ou le même Albert Einstein qui, jeune, se voit sur un balai, se déplaçant à la vitesse de la lumière et se posant la question, est-ce que si je vais très vite, ça va avoir des conséquences sur le temps et l'espace? Et la réponse, c'est oui. Vous voyez qu'il y a toute une partie dans la créativité qui est plus irrationnelle que rationnelle. Mais apparemment, vous l'expliquez ce soir vous l'avez expliqué de manière très précise quand même. C'est changer de temps. C'est d'une certaine façon aller voir le futur. Et sans avoir besoin de machine. On aurait cette capacité-là. Le dédoublement semble être omniprésent dans notre vie. Il semblerait que c'est même un principe presque vital, j'oserais dire. Et nos rêves, nos songes, nos prémonitions sont accompagnés de cela. Et vous cassez un mythe, je suis désolé de vous le dire, c'est vrai, vous parlez d'ange gardien, et cet ange gardien ne serait que le double de nous-mêmes. Donc tout le monde sait qu'il existe des rêves prémonitoires. Tout le monde sait que des gens sont capables d'aller chercher des informations dans le futur. Sauf qu'effectivement, ça se passe. Mais ça se passe comment? Parce qu'il y a ces temps qui peuvent être accélérés ou décélérés. Et c'est là où, effectivement, des informations circulent, mais qui n'ont pas encore une incidence dans notre présent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et vous voyez, la notion de potentialité qu'on a vue en physique quantique, on peut la reporter au niveau du temps. Donc quand vous allez vous incarner, vous allez vous incarner dans un temps qui s'écoule plus rapidement que votre moitié, qui est vous dans un autre temps, et cette partie, qui est vous dans un autre temps, s'écoule dans un temps plus lent. Beaucoup plus lent que vous. Et donc, à deux, vous formez une sorte d'attelage. Vous êtes dans un temps qui s'écoule à une certaine vitesse, et votre partenaire de vie, votre double, il est associé à un temps qui s'écoule plus lentement que vous, qui a l'avantage par rapport à vous d'être dans un espace et dans un temps presque immatériel, qui peut aller chercher des informations dans le futur et dans le passé. Et effectivement, comme vous avez été en intimité, comme l'indique la physique quantique, la propriété d'intrication, je vous la rappelle, deux particules qui ont été en contact le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare. Mais on peut dire la même chose, deux énergies qui ont été en contact le resteront, quel que soit le temps qui les sépare, et quel que soit l'écoulement du temps qui les sépare. Et on commence en physique quantique à mettre en évidence des intrications temporelles. Et oui, c'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité qu'une information dans le futur vienne dans le présent. Et il y aurait la possibilité qu'une information encore présente dans un passé vienne dans le présent. Parce qu'on a ce pouvoir supplémentaire, une information qui nous rend spécial. Ben oui, Jean Cocteau disait que nous abritons un ange gardien que nous maltraitons sans cesse et nous devons devenir l'ange gardien de notre ange gardien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a été chercher un ange gardien, mais comme s'il y avait deux entités. En fin de compte, nous avons la possibilité de vivre simultanément dans deux temps. Et cette autre partie de nous-mêmes qui vit dans un autre temps, c'est notre gardien, en quelque sorte. Alors, en permanence, le jeu de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est si on a changé la définition du temps. Vous en conviendrez, on vit tous un temps plus ou moins long. Le temps règle nos vies, mais on ne sait pas ce qu'il est. Simplement quelques réflexions, mais sinon ça fait vite cauchemarder. On dit que le temps passe, mais qu'est-ce qui passe? Il y a un proverbe chinois qui dit le temps passe et le temps regarde les hommes passer. Donc, tempus fugit, on dit, vous savez, sur les cadrans solaires. Le temps fuit ou s'enfuit.
Mais vous voyez bien que si le temps est immatériel, quel est le moteur qui le fait passer? Assez rapidement, on s'aperçoit qu'on manie un concept dont on ignore vraiment l'essence, la consistance. Alors, effectivement, notre double, il est là pour un petit peu nous servir de boussole. C'est-à-dire que si, effectivement, il existe des futurs potentiels, il y en a des bons pour vous, puis il y en a qui ne sont pas adaptés à votre vie. Et tout l'art de la vie, c'est de savoir être en mesure d'actualiser les futurs potentiels qui vous correspondent. Alors, nouvelle définition de l'univers, ce n'est pas un espace associé à un temps plein de particules ou de matière ou de lumière, c'est un espace et un temps plein de potentialités. Pour parler de votre... vous faites un stage, je crois, on peut rappeler les dates? Oui, c'est le samedi-dimanche, ça doit correspondre au 16-17. Au 16 et 17 avril. Hein. Et qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce stage pour ceux qui voudraient s'inscrire? Beaucoup de choses. Déjà, comprendre cette loi du dédoublement, savoir l'utiliser et surtout contrôler son futur plutôt que le subir. Justement, c'est là où c'est très très intéressant. Être capable de le contrôler, c'est presque vous allez apprendre aux personnes à vivre avec ce dédoublement, mais de manière à l'utiliser à bon escient. C'est une loi vitale, elle doit nous aider à mieux vivre. Moi, je pars du principe que les lois scientifiques sont là pour améliorer le quotidien, optimiser le plaisir de vivre. Hein. Ils sont là à notre service. Donc, dans ce stage, on comprendra cette loi du dédoublement. Il y aura une présentation plus fouillée que la conférence qui était là pour présenter sommairement cette loi du dédoublement, puis surtout comment l'utiliser dans la vie. Or, effectivement, si on arrive à contrôler son futur, on a une vie plus agréable. Vous parlez, par exemple, vous aviez pris l'exemple de la crise, le fait d'en parler et d'entretenir le fait qu'on est en crise, on est un peu plus dans la crise. C'est un peu le chat qui se mord la queue là. Oui, alors, pour sortir de ce marasme et de ce cercle infernal, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Premièrement, il ne faut pas sombrer dans le désespoir, hein, parce que finalement, on peut actualiser d'autres potentialités que celles du désastre. Tout à fait. Donc à partir de là, si on commence à comprendre comment fonctionne le temps, on n'est plus dans une vision moraliste des choses ou la pensée positive. C'est une nécessité de vraiment changer de sa gamme de fréquences. Il y en a ce pouvoir-là, de pouvoir changer les choses. On est co-créateur d'une certaine façon, même si ça fait un peu New Age, mais c'est réel, c'est pas une tendance, c'est un problème de fond. Oui, vous voyez, ce que nous montre la mécanique quantique, c'est que l'univers est une somme de potentialités, quoi. Et que l'observateur, par sa pensée, par ses émotions, par sa conscience, peut modifier cette somme de potentialités et aller actualiser celle qui correspond à mieux-être pour lui. Donc en période de crise, on voit bien, le moral est capital. Hein. Si un peuple vit mal sa crise, il va actualiser une potentialité qui va amplifier la crise. Et donc l'antidote, c'est de retrouver une harmonie, un bien-être, même une joie de vivre, parce que je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Le problème, c'est la potentialité qui a été actualisée et qui est responsable de ce qui se passe. Et la bonne solution, c'est actualiser d'autres potentialités. Si vous avez compris que l'émotion précède la pensée, si on combat le monde financier avec une certaine colère, frustration, peur, etc., on fait quoi ? On actualise la potentialité peur et on renforce ce monde. C'est ça le problème. Donc il faut une étritude, il faut être des combattants de lumière ou des guerriers de lumière, parce que si vous actualisez les potentialités qui correspondent à vos émotions, dans un monde tel qu'il est actuellement, vous faites le jeu de la partie adverse. Et c'est un paradoxe, puisque finalement, en voulant combattre la partie adverse, on finit par la renforcer. Alors, on avait deux conférenciers, un couple de conférenciers la dernière fois, qui venaient de Suisse, et qui m'avaient fait savoir qu'en France, beaucoup de monuments commémoratifs existent, et ils en ont beaucoup moins en Suisse. Est-ce que les lieux de commémoration sont aussi une espèce de lieu où l'énergie est chargée, justement, du passé? Est-ce qu'à un moment donné, le conseil ne serait pas aussi d'enterrer les morts avec les morts?
et de penser à l'avenir. C'est dit dans la Bible, hein, il faut laisser les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Ben, il peut y avoir un poids chargé, effectivement. Hein, ça pose le problème des commémorations, c'est-à-dire... Il faut changer de mentalité de ce côté-là. Ben, il faudrait évoluer, en tout cas. Je crois que ce que montre la psychanalyse ou la psychiatrie, c'est que beaucoup de pathologies qui touchent le mental, la psyché, viennent du fait que les gens sont cristallisés sur un passé. Et donc, quand vous n'arrivez pas à vous détacher d'un passé, bah, vous avez une vie qui est entachée de ce passé. C'est le problème. Voilà, et ça devient obsessionnel. Donc, il faut éviter une sorte de commémoration obsessionnelle, quoi. Oui. Alors, il faut trouver un compromis entre honorer le travail de mémoire le travail de mémoire et puis la nécessité aussi de s'alléger. C'est peut-être ça un des éléments du changement de paradigme à venir. Alors, ce qui m'amène justement à parler d'un volet très très intéressant, puisque précédemment au sein de Planétaire, il y a eu deux conférenciers qui ont parlé d'un sujet assez particulier. Bruno Clavier pour les fantômes familiaux transgénérationnels et Paolo De Castillo, psychogénéalogiste transgénérationnel. C'est assez voisin. Et vous donnez une explication assez précise lors de vos conférences, on en verra un extrait, sur l'origine justement de ce marquage de nos aïeux. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes ? On peut insérer dans le génome d'une souris un gène qui la rend obèse. Donc la souris, elle a le gène de l'obésité, elle devient obèse, donc elle a des problèmes cardiovasculaires liés à l'obésité, elle peut développer un diabète, etc., etc. Et on va lui donner des suppléments alimentaires. Alors ça, c'est rentré dans le scientifiquement acceptable. On va lui donner de la vitamine B12, de l'acide folique et voilà, de la choline. Et tout redevient normal. On va dire que l'alimentation a corrigé le gène. Mais cette souris, sous supplémentation alimentaire, elle va se reproduire. Et on constate que les descendants qui ont reçu le gène de l'obésité n'ont pas besoin de supplémentation alimentaire. Ça veut dire que la souris a transmis quelque chose qui n'est pas au départ transmis par les caractères, ce qu'on appelle la transmission innée des caractères, mais qui est transmise par sa vie, quoi. Sa vie alimentaire. C'est ça, voilà. Il y a une information supplémentaire qui a été donnée. Donc on est en train d'abandonner la génétique au profit de l'épigénétique. Et donc ces aliments ont réprimé le gène de l'obésité par un phénomène qu'on appelle méthylation. On fixe sur le gène un carbone et 2 hydrogènes en grand nombre et ça rend le gène muet. Et donc, la descendance a reçu ce blocage, mais qui n'était pas uniquement présent dans le génome, mais qui est associé à ce régime qui a été induit par l'alimentation. Mais c'est la même chose, hein, vous pouvez transmettre des cicatrices émotionnelles, des angoisses, etc., etc., ce qui était nié à une certaine époque. On peut même aller plus loin. Vous pouvez souffrir de problèmes qui appartiennent à vos aïeux, et vous les avez récupérés. Donc, ce qu'on appelle les mémoires intertransgénérationnelles, qui peuvent remonter assez loin, sont l'exemple d'une transmission acquise, puisque c'est quelque chose que vos aïeux ont vécu et vous ont transmis à travers le programme d'épigénèse. Ben, c'est la même chose. Vous vous rendez compte que dans nos vies, on reçoit des intrications temporelles, hein, c'est-à-dire des temps qui sont liés. Vous êtes intriqué au temps de vos aïeux et vous continuez à actualiser ce qui est la potentialité de vos aïeux. Vous rentrez dans ce qu'on pourrait appeler un programme familial. Et puis à un moment donné, vous en avez marre de ce programme familial et vous cessez d'actualiser cette potentialité associée au programme familial. Oui, alors il y a 2 aspects qu'on peut mettre en évidence. La première, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on commence à voir la molécule d'ADN non plus comme un code où tout est inscrit, mais qu'il y a des opérations qui viennent s'ajouter à l'encodage et qui peuvent être transmises de génération en génération. Alors, un exemple simple, on peut insérer dans une souris un gène qui va la rendre obèse, avec à la clé des problèmes qu'on rencontre chez les humains, maladies cardiovasculaires, obésité et plein d'autres problèmes pathologiques à la clé. Ouais, qui en découlent forcément. Alors, si on donne à cette souris rendue obèse, qui a le gène de l'obésité,
des molécules comme la vitamine B12, l'acide folique ou la choline, les trois réunis, hein, c'est pas ou, c'est et. Vitamine B12, acide folique et choline. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir bloquer le gène de l'obésité parce que l'épigénèse utilise une opération qu'on appelle la méthylation qui consiste à mettre sur le gène des groupements méthyl, un carbone et 3 hydrogènes. Quand un gène est hyperméthylé, il est muet, et quand il est hypométhylé, il est actif. Donc ces trois ingrédients que la nourriture propose aux souris va faire taire le gène de l'obésité. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vont devenir les descendants de ces souris. Est-ce qu'elles auront besoin à vie de prendre, comme les parents, ces trois molécules ou pas? Et la réponse est non. Donc les souris adultes... Ah oui, c'est prouvé. D'accord. Oui, prouvé. On s'est rendu compte aussi que, par exemple, des enfants qui étaient nés pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait un embargo alimentaire, donc les femmes enceintes ont eu moins de calories, et donc les bébés étaient plus chétifs, ce qui est normal. Oui. Mais ces enfants chétifs au départ ont grandi, ont eu des enfants, et les enfants étaient chétifs, c'est-à-dire la mémoire transgénérationnelle a été transmise. Ça, c'est une vision biologique ou biochimique. Maintenant, il y a une autre vision, c'est qu'on transmet aussi des informations qui passent par le temps. Et donc, en physique quantique, on a une propriété peut-être la plus surprenante qu'on appelle l'intrication. Deux particules qui ont été en contact le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare, mais également le temps qui les sépare. Donc, vos parents, même s'ils sont d'un temps qui vous a précédé, mais on est en train de mettre en évidence une intrication temporelle. Aussi. Voilà. Donc là, c'était sur l'espace. Vous êtes d'un temps et vos aïeux sont d'un autre temps, le passé. Donc si on admet une intrication temporelle, on peut très bien admettre que le passé et votre présent soient liés. Donc vous pouvez faire venir dans votre vie des informations qui n'ont pas de raison d'être, si ce n'est selon cette loi de l'intrication. Donc il y a deux façons de voir, une façon biologique et une façon physicienne. Le tout, on peut même l'expliquer presque philosophiquement. Oui, bien sûr. Donc on parle de cicatrices émotionnelles, on parle d'un certain nombre de choses. Et donc c'est une révolution, silencieuse évidemment, c'est qu'on est en train de faire évoluer la génétique et s'apercevoir que l'épigénétique est presque plus important que le gène. On va dire le gène propose et l'épigénèse dispose. Donc ça offre plein d'espoir parce que on s'aperçoit que on peut transmettre l'angoisse, mais on peut enlever aussi l'angoisse qui a été transmise. En mécanique quantique, une particule, elle peut être multilocalisée. Alors prenons l'exemple de la position. Une particule, dans la physique classique, si on simplifie, elle peut être au nord, ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest. Chacune de ces positions correspond à une solution des équations. D'accord ? Donc on doit choisir ou le nord, ou le sud, ou l'est, ou l'ouest. Maintenant, si vous regardez la mécanique quantique, eh bien, la particule peut être à la fois au sud et au nord. Elle peut même être au nord, au sud et à l'est. Elle peut être aux 4 points cardinaux. Donc, il existe des positions superposées, des vitesses superposées, des énergies superposées. Et avant qu'on fasse une mesure, tout est possible. C'est comme s'il y avait une dilution de la particule dans l'espace où elle était simultanément aux 4 points cardinaux. Maintenant, si on fait une mesure, on va interagir avec ces états potentiels. Alors vous allez interagir à double titre. Vous allez interagir par vos instruments. Et l'instrument va peut-être aller activer la solution nord et vous allez obtenir comme résultat à votre expérimentation la solution nord, qui sera la mesure. Donc on en déduit que mesurer, c'est perturber. Finalement, le monde quantique, c'est un monde où existent de multiples potentialités, de multiples états superposés, que l'instrumentation ou même la pensée ou la conscience de l'observateur peuvent modifier. Alors ça devient intéressant, parce que en physique classique, l'instrumentation peut modifier les états superposés, mais on va plus loin, la conscience et la pensée peuvent modifier les états superposés. Ce qui fait celui qui fait la mesure devient un participant
Et la mesure obtenue devient une observable. Parce que, en paraphrasant un peu Montaigne, parce que c'est lui l'expérimentateur et parce que c'est elle l'expérimentation. Et donc, on ne peut plus les séparer. On est obligé de les considérer comme un tout, un amalgame. Alors, dans la vie, on a plein d'états superposés. Par exemple, vous pouvez être en très bonne santé, en moyenne santé, un peu malade ou très malade. Ce sont des états superposés. Mais qui va actualiser? C'est vous. Ce qui fait que ça devient plus intéressant et plus déconcertant, c'est qu'on qualifie la physique quantique de physique participative. Vous êtes responsabilisé, alors que la physique classique est une physique qui vous déresponsabilise. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas cette culture, on en parle justement, j'en fais allusion, des différentes cultures entre l'Europe, et vous prenez l'exemple du Brésil, par exemple, qui est très avancé de ce côté-là. Pourquoi l'Europe, qui est quand même un vieux continent, a du mal à avancer de ce côté-là, pour vous? Quelle en est la raison? Je pense que on a peur de l'irrationalité. Ça ne fait pas sérieux. Je pense que... C'est mal vu? Il y a eu la Révolution, on a combattu, vous voyez, le clergé, la religion. Donc on se méfie un petit peu de toutes ces choses spirituelles. On est dans le pays de Descartes. On a fait dire à Descartes, parce qu'il n'a pas vraiment dit ce qu'on lui a fait dire. Descartes travaillait couché, il a utilisé le rêve, donc c'est pas vraiment le personnage qu'on en a fait, une sorte d'horrible rationaliste. Oui, dans tous les cas, on est dans le pays de Descartes, donc tout ce qui est rationnel, qui s'insère dans une vision universitaire, est considéré comme réaliste. Tout ce qui échapperait au monde universitaire est considéré comme occulte, ésotérique, new ageiste, etc. Alors, la force du Brésil et sa faiblesse, d'ailleurs, c'est un pays assez intéressant parce que la devise du Brésil, c'est ordre et progrès. Et c'est la devise d'Auguste Comte, qui était polytechnicien, le père du positivisme. Le positivisme étant une façon de remplacer la religion par la religion scientifique. Ça a été aussi, d'une certaine façon, le père de la sociologie française. Il était franc-maçon et anti-Dreyfusard. Et ce monsieur qui avait une très grande intelligence a donné la devise au Brésil, sa devise. Et d'un autre côté, le deuxième français le plus connu, c'est Allan Kardec, le livre des esprits. Le spiritisme, etc. Donc c'est comme si le Brésil avait pris de la France ces deux extrêmes, c'est-à-dire Allan Kardec, donc c'est l'expression même du spiritisme au 19e, et puis d'un autre côté, Auguste Comte, qui est la lignée extrêmement rationaliste, voire hyper-rationaliste. Et ils ont su conjuguer ces deux extrêmes Ils ont su conjuguer les deux extrêmes. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que le Brésil a un foisonnement, une créativité qui s'exprime dans toutes les directions, et peut-être que la France pourrait donner une structure à cette créativité, mais d'un autre côté, la France manque d'une certaine façon de liberté et de créativité à ce niveau-là, et le Brésil pourrait lui donner, d'une certaine façon, cette espèce d'explosion. Alors je dis que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce qu'ils ont une grande ouverture et ils font... Pour eux, la rationalité et l'irrationalité sont les deux facettes d'une même réalité. Alors qu'en France, on a vraiment cloisonné. Il y a d'un côté la rationalité et de l'autre l'irrationalité. Alors, d'un côté, il y en a un qui tire vers le progrès, l'autre qui est conservateur. Les deux feront la paire, espérant qu'un jour que le Brésil et la France se rencontrent dans un juste milieu idéal qui trouveront l'équilibre. Ah mais il y a une infinité. Les Brésiliens aiment beaucoup les Français et vice-versa, je pense. Et d'un autre côté, c'est pas moi qui le définis ainsi, mais Max Planck, un des pères de la mécanique quantique, si ce n'est celui par qui tout a commencé, disait que le scientifique est un révolutionnaire conservateur. Conservateur parce que la science avance en conservant ses noyaux durs, ses bases, ce qui est normal, et révolutionnaire parce que de temps en temps, il y a des changements de cap, de direction, il y a des disciplines qui émergent, mais toujours avec le souci de maintenir une cohérence. Comment on peut vous suivre la suite des événements? Y a-t-il un agenda sur votre site internet? Oui, je fais des conférences. Y a déjà cet atelier. Et puis après, j'ai l'unité du savoir. J'ai créé un cours aussi à l'université, un DU. Justement, on aborde ces problèmes
d'ethnologie par le biais de la logique, la rationalité, l'irrationalité. Et puis, je reviens régulièrement sur Planétaire. Voilà. Ça sera un grand plaisir de vous retrouver et le plus vite possible sera le mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. J'avais fait une émission pour la télévision brésilienne, à Brasilia, petite émission qui durait 10 minutes. Et j'avais été remarquablement traduit par un ambassadeur qui parlait un français impeccable et qui était professeur d'économétrie à l'université de Brasilia. Donc l'économétrie, c'est une branche très mathématique de l'économie. Et donc après qu'il m'ait traduit, je l'ai invité au restaurant et là, il m'a dit, alors c'était un peu caricatural, il a desserré sa cravate et tout, il dit « Maintenant, qu'est-ce que vous avez à me dire de choses intéressantes sur les extraterrestres ?» Alors, j'étais un peu surpris. Et puis il enchaîne, il dit « Ce soir, je tourner les tables, c'est la soirée Alan Kardec, vous voulez venir ?» Puis comme il voyait que j'étais un peu surpris, il me dit « Ah, je vois, demain je fais un cours d'économétrie, c'est plus dans vos cordes. » Donc ça veut dire que pour lui, ça posait aucun problème en tant qu'universitaire brésilien de faire tourner les tables, de parler d'extraterrestres et d'enseigner l'économétrie. Et donc il est capable de vivre avec deux rationalités différentes. Mais en France, c'est pas possible. La bonne pensée vous dira un universitaire ne peut pas parler de paranormal ou faire tourner les tables, encore moins des extraterrestres. Donc on a, nous, dans notre vieille Europe, une difficulté à admettre que le monde, il obéit à différentes logiques. La logique ordinaire, c'est celle que vous avez dans le quotidien, il n'y a rien à dire. Mais il existe une autre logique qu'on a découvert avec la physique quantique, et au risque de vous décevoir, c'est déjà une vieille discipline obsolète. Il y en a une autre qui est en train de sortir, mais comme tout le monde entend ça sur Internet, je suis dans l'obligation de parler de ça, de la façon dont c'est fait. Mais c'est déjà une discipline obsolète. Vous savez, maintenant, les gens, les étudiants font ça à l'université. Vous dites une chose, ils vérifient sur Wikipédia, ils disent pas la même chose sur Wikipédia. Et donc, il y a des pays qui sont plus à même de jongler avec ces différentes rationalités, tout en ne sombrant pas dans la schizophrénie.